La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, la semaine des entrepreneurs à l'école commence partout au Québec. Mais qui vont donner des conférences sur leur parcours, sur le fait que pourquoi ils ont décidé de devenir entrepreneurs. Et ce que je pourrais rajouter, c'est pour tous les étudiants, du primaire jusqu'à l'université. Percé, une première séance chargée. OK, vous voulez... Si mon interprétation est On bonne. prend votre question. Votre question? Est-ce qu'on peut revenir à une façon plus protocolaire de fonctionner? Je vais mettre les gants. Chandler recevra les Jeux des 50 ans et plus. Absolument, du 12 au 15 juin 2025, donc c'est les Jeux des 50 ans et plus qui vont amener à Sherlock beaucoup de monde, beaucoup de monde. C'est des Jeux qui sont très populaires au Québec. Puis on a une belle organisation qui est en train de se préparer. Lancement d'un OBNL pour l'accès citoyen à la mer. En fait, c'est un groupe de citoyens qui se sont mis ensemble pour réfléchir à l'accès qu'on a en tant que citoyen aux ressources marines. Puis on s'est rendu compte que c'était très différent d'une province à l'autre. Puis c'était le Québec qui était un peu le moins bien servi. Stéphane Sainte-Croix clarifie le financement du programme de francisation. Il n'y a pas de coupure, mais il y a surtout plus de dépassements qui sont autorisés par l'instance gouvernementale. Donc, les partenaires, les centres de services scolaires et Francisation Québec, avec ses partenaires dans le milieu, sont tenus de respecter les budgets initiaux. J'ose ma télé communautaire. Mobilisez-vous. Le but, en fait, de la campagne, c'est vraiment d'atteindre un public qui n'est pas actuellement rejoint par la télévision communautaire autonome. Donc, pour faire connaître à plus de gens possible la télévision communautaire autonome dont on est privilégié d'avoir au Québec. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Comment inspirer les jeunes de la Gaspésie à devenir les entrepreneurs de demain? Du 11 au 22 novembre, la Semaine des entrepreneurs à l'école offre des conférences engageantes aux élèves animées par des entrepreneurs locaux. Avec Eliane Joseph, responsable, nous explorons comment cette initiative ambitionne de semer des graines d'entrepreneuriat dans notre jeunesse. La Semaine des entrepreneurs à l'école, c'est une initiative de Ose entreprendre dont le bureau est à Québec. Et puis, ça se passe justement partout dans toutes les régions québécoises. Puis, comme le nom le dit, bien, ce sont des entrepreneurs à l'automne qui vont à la rencontre des étudiants de façon bénévole, puis c'est souvent des entrepreneurs qui sont passionnés, qui vont donner des conférences justement dans les classes, des fois c'est en grands auditoires, mais qui vont donner des conférences sur leur parcours, sur le fait que pourquoi ils ont décidé de devenir entrepreneurs. Et ce que je pourrais rajouter, c'est pour tous les étudiants, du primaire jusqu'à l'université. Mais quand on parle de la Gaspésie et les îles de la Madeleine, ben nous, ça va jusqu'au cégep parce qu'on n'a pas d'université sur notre territoire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que l'objectif lointain ou de cet événement, c'est pour stimuler un peu l'économie locale, mais surtout pour l'entrepreneuriat, pour stimuler les petites entreprises à percer justement en Gaspésie de la Madeleine? Ben exactement. Dans le fond, le but un peu, c'est de semer peut-être une petite graine entrepreneuriale dans l'esprit de ces étudiants-là. Et pour les étudiants, mais parce que je suis aussi la responsable régionale du défi aux entreprendre, qui est un concours en entrepreneuriat québécois. Donc peut-être que suite à la conférence, ben ils vont peut-être penser de se partir un petit projet entrepreneurial à l'école pour ensuite participer justement au concours Défi aux entrepreneurs. C'est ça le but de semer la petite graine entrepreneuriale. Est-ce que peut-être tu aurais des thèmes qui sont abordés? Je vois qu'il y a comme Couleur Chocolat ou Concept K, ces gens-là qui viennent justement donner des conférences. Déjà, eux, comment ils se préparent à partager leur expérience, mais aussi ce que les jeunes vont recevoir d'eux
C'est tellement diversifié. J'ai du monde du monde de la finance. Si je pense en Haute-Gaspésie, j'ai une intervenante en zoothérapie. J'ai aux îles de la Madeleine quelqu'un qui un café aux îles de la Madeleine qui va aller faire 3 conférences. J'ai quelqu'un aussi qui a une entreprise de micro-pousses qui fait pousser des fleurs. Euh, J'y vais surtout aussi quand je reçois les demandes de conférences de la part des enseignants. Je leur demande, est-ce qu'il y a un thème que vous voulez avoir? Fait que je vais beaucoup avec les demandes que je reçois, puis je fais des recherches au niveau des chambres de commerce, des MRC, avec des demandes spécifiques quelquefois. Puis en tout cas, je suis pas mal fière de dire que je suis capable pas mal de répondre aux demandes des enseignants. Oui, on voit que c'est une diversité. J'ai vu qu'il y avait comme 30 conférences dans la région qui sont organisées quand même. Il doit y avoir quand même quelques défis logistiques là-dedans, déjà pour trouver les sujets, mais pour organiser tout ça dans les écoles. Ben oui, ben ça, le truc, hein, il faut s'entourer de bonnes personnes qui peuvent m'aider. Si je prends l'exemple de Rocher-Percé, donc je suis allée chercher de l'aide de la part du Carrefour Jeunesse Emploi, des intervenantes qui sont dans les écoles, fait que eux m'ont permis de demander justement d'entrer premièrement dans l'école pour leur parler de la semaine des entrepreneurs, et puis ils m'ont aidé à aller chercher des entrepreneurs qui seraient passionnés, mais aussi inspirants pour les jeunes. En Haute-Gaspésie, ben, je suis allée chercher de l'aide de la MRC pour aller chercher pour me trouver de l'aide pour trouver des entrepreneurs. Voilà. Parce que j'ai vu aussi que, si je ne fais pas d'erreur, que c'est des gens qui participent bénévolement à cette initiative, en tout cas les entrepreneurs. Tu parlais de passionnés tout à l'heure. C'est un peu ça que vous voulez transmettre. Tu parlais d'une petite graine, mais entre autres aux jeunes. Faut quand même les intéresser, les jeunes. Fait que en allant chercher justement des gens qui sont passionnés, donc le message, je pense qu'il passe mieux auprès des jeunes. L'important là, c'est le message. Et puis, mais je peux dire que j'ai pas vraiment de difficulté quand je leur parle là, comme je leur dis, vous là, quand vous étiez jeune là, auriez-vous aimé ça qu'il y ait un entrepreneur qui aille parler de lui, de ses passions, puis qu'est-ce qui l'a poussé à aller en entreprise? Puis ils me disent tout oui. Fait que ben j'ai dit, voulez-vous répéter l'expérience cette année? Dans votre coin. Puis c'est ça, c'est pour parler du bénévolat. Ben oui, parce qu'on n'a pas de budget justement pour mais souvent j'ai des entrepreneurs qui vont donner 1, 2, et j'ai même des personnes qui donnent 3 conférences tellement ils sont contents d'aller dans l'école dans le fond c'est leur école où ils allaient souvent quand eux ils étaient jeunes. Donc franchement, j'ai un beau taux de succès, pas trop de refus pour quand je fais mes demandes d'entrepreneurs. Alors, on parle de la semaine. Est-ce qu'il y a un lien avec la semaine mondiale de l'entrepreneuriat aussi? Parce que je sais que ça existe aussi. Et jusqu'à quand, justement, s'étirent ces conférences-là, cet événement-là? Oui, il y a un lien. J'ai justement vu que on profite de la semaine de l'entrepreneuriat pour amalguer, dans le fond, les conférences. Les conférences, ça s'appelle la semaine, mais dans le fond, c'est sur 2 semaines. C'est du 11 au 22 novembre. Et puis, cette année, pour la première fois, toutes les MRC de la Gaspésie vont avoir des conférences, puis aux îles de la Madeleine aussi, et tous les niveaux scolaires. J'ai des petits cocos de première année qui vont avoir des conférences, puis des finissants de cégep qui vont en recevoir aussi. Fait que ça, c'est une belle fierté. Puis, il y a un gros succès aussi au niveau du secondaire parce que depuis quelques années, les centres de services scolaires offrent un cours d'entrepreneuriat. Donc, eux profitent beaucoup de cette semaine-là justement pour promouvoir l'entrepreneuriat en recevant un entrepreneur dans leur classe. Ouais, vraiment très intéressant. En tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il y a une volonté de transmettre une passion, un savoir-faire ou tout simplement le goût d'entreprendre dans la région. C'est intéressant.
Oui, j'ai un bel exemple. L'an passé, j'ai une jeune entrepreneur qui est allée à l'école polyvalente de Bonaventure pour leur parler de son parcours. Et puis, tu sais, quand je vous dis que ça faut semer une graine, mais il y a une jeune étudiante qui a suite à la conférence, elle a décidé de partir une petite entreprise. Elle a organisé un gros tournoi de soccer pour l'aide à la jeunesse. Donc, c'est suite à la conférence, elle a organisé son tournoi de soccer. Et ensuite, ben, elle a participé au défi aux entreprendre qui ensuite, elle a gagné au régional, ce qui lui a donné quand même un montant de 500 dollars supplémentaires pour son objectif qu'elle s'était fixé au début. Donc, on voit que suite aux conférences, il y a des répercussions, c'est positif que ensuite au défi aux entreprendre, on a plus d'inscriptions. Et peut-être le défi aux entreprendre, est-ce que qui va suivre après cet événement-là, c'est quand à peu près approximativement? Oui. Le défi aux entreprendre, ben dans le fond, il y a plusieurs volets. Il y a un volet scolaire, mais il y a aussi un volet création d'entreprise. Les premières demandes d'inscription vont débuter au début décembre jusqu'en mars 2025, je pense que c'est le 13 mars 2025. Ensuite, s'ensuit des jurys pour déterminer les lauréats régionaux. Mais au niveau scolaire, il y a eu une multitude de bourses, là, du préscolaire jusqu'au cégep, où est-ce qu'on remet des bourses à la fin, en avril, lors d'un grand gala régional on se promène, là, je ne sais pas encore, on n'a pas encore déterminé où est-ce qu'il va avoir lieu cette année, mais on se promène un peu partout dans la région. Peut-être que si les gens veulent un petit peu plus d'informations justement sur la semaine des entrepreneurs à l'école ou encore sur le défi Ose entreprendre, ben je vous invite à aller visiter le site internet oseentreprendre.québec. C'est très bien fait et puis vous allez avoir beaucoup d'autres informations là-dessus et ou encore ils peuvent me rejoindre. Moi, je suis basée à la MRC de Bonaventure, donc je suis facile à trouver sur le site internet. Fait que j'invite les personnes qui ont besoin de plus d'informations de m'appeler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. Bonsoir, mesdames et messieurs ici présents. Bonsoir aux auditeurs à la maison. Je me présente, Daniel Leboeuf. J'ai été élu dimanche dernier. Alors, je vais vous lire mon serment de la personne élue, car je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé Daniel Leboeuf. D'accord. Voilà, une fois son assermentation consacrée, le tout nouveau maire de Percé, Daniel Leboeuf, a présidé à sa première séance municipale tout récemment et son discours inaugural se voulait rassembleur, notant que Percé est à un tournant en plus de rendre hommage à l'ex-maire et député Georges Malmenet. Les sujets n'ont pas manqué, allant du rapport de la CMQ à l'embauche de pompiers en passant par des réparations d'urgence. Cela dit, lors de la période des questions, le Géoparc a refait surface, de même que des critiques sur le mode opératoire du nouveau maire. Mais débutons d'abord par l'hommage rendu par l'ex-maire de Percé, Bruno Cloutier, à Mme Gemma Vibert, qui a décidé de prendre sa retraite après 40 ans de service. Je ne m'attendais pas à ça au téléphone de M. Leboeuf à soir pour souligner quelques commentaires au sujet de Mme Vibert. J'ai dit, je vais faire quelque chose de simple.
Je sais qu'elle n'aime pas les éloges, puis les hommages à plus finir. J'ai dit, on va commencer par le début. En 1984, j'avais discuté avec l'ex-maire, Alexandre Chouinard. Ça nous prendrait quelqu'un pour nous assister, Madame Annette Duguay et moi. J'occupais le poste de secrétaire trésorier et Annette Duguay était assistante secrétaire trésorier. Ça fait que ici, dans l'ancienne salle municipale, qui était l'ancien couvent, il y avait un organisme des fêtes de la voile. Puis Mme Weber travaillait là. Puis le directeur qui était là, je le connaissais un peu, Philibert Nicolas, j'ai parlé de ça, il y avait une dizaine de personnes qui travaillaient avec lui. J'ai dit, on cherche quelqu'un pour nous aider à l'hôtel de ville. Connaîtrais-tu quelqu'un? Il dit oui. Il dit, tu n'auras pas besoin de faire une présélection, je l'ai faite pour toi. J'ai dit, je vais t'envoyer quelqu'un à midi. Vers 2h30 à l'heure du break. Puis à 2h30, ça cogne à ma porte. Et qui que je vois rentrer? Mme Hubert. Justement, je ne la connaissais pas. Ça fait qu'il n'y avait pas de parti pris là-dedans. Ça fait que j'ai expliqué qu'est-ce qu'on voulait au juste. On voulait avoir quelqu'un qui a des bonnes connaissances en comptabilité, qui pouvait écrire correctement, et toutes sortes de choses. Elle sortait des études à ce moment-là. Elle dit, moi, je suis excellente, surtout en comptabilité. C'est pour ça qu'elle est devenue greffière. Puis, elle a travaillé depuis ce temps-là, ça fait 40 ans. Là. Puis cette année-là, c'était mon année chanceuse. Il y a eu 2 personnes qui ont été embauchées en 1984. Marie Leblanc, puis Jean Hubert. Ça veut dire que j'ai eu 2 excellents choix au repêchage. Pour revenir à Mme Hubert, ça a toujours été une employée qui a toujours travaillé avec acharnement, qui était toujours ponctuelle et qui ne comptait pas ses heures. Et on ne voit pas tellement ça aujourd'hui dans les nouveaux employés. Elle a aussi travaillé avec plusieurs membres du conseil, puis toutes ces personnes-là ont toujours reconnu Mme Hubert en termes élogieux. Ça fait qu'à Mme Hubert, aujourd'hui, ce soir, je te souhaite une bonne santé, une bonne retraite, puis amuse-toi dans ton beau coin de pays, puis tu aimes tant. Merci. Merci. Monsieur le maire, je souhaite vous souhaiter la bienvenue. En espérant que cette courte année de mandat vous permettra de montrer que nous avons tourné la page sur une gestion difficile de la ville et aussi de celle des réunions du conseil municipal. J'espère que ces réunions du conseil municipal seront plus harmonieuses et qu'elles permettront plus de transparence grâce à vos interventions. Puisque nous parlons de transparence, voici ma question. Je voudrais vous demander justement quel sera votre rôle futur au conseil d'administration du Géoparc. Est-ce que vous y siégez encore? Allez-vous continuer à siéger le temps que vous êtes maire? Quelle sera la situation exactement? Il y aura un assemblée générale du Géoparc le 12 novembre et j'entends céder ma place à une relève. Il y a amplement de travail ici, sur la colline, que dans le bois du Piémont. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un du conseil, lorsque vous demandez pour une proposition ou quoi que ce soit, vous êtes supposé de demander qui propose, pas Annick, Yannick, OK, proposer Yannick, Michel, OK, Michel. C'est pas le même que ça se passe. Vous êtes supposé de faire le tour de table et demander qui propose puis qui seconde. Et puis là, je vois qu'il est déjà 8h30. À 1.13, il était déjà 8h moins 10. Vous aviez l'air de trouver ça long. Je pense que vous allez trouver ça long tantôt. Puis, en passant, je voudrais féliciter Mme Hubert pour toutes les années qu'elle a fait, même pour avoir travaillé avec aussi. Elle a donné beaucoup de son temps. Puis jamais la ville va pouvoir trouver un employé qui va avoir donné autant de temps. Parce qu'avoir
payer son temps, la ville serait bien plus que dans le trou, je peux vous dire. Merci. Merci. Bonsoir, Jean-François Gagné, citoyen. D'abord, bienvenue à nos deux nouveaux élus. J'espère que vous allez bien vous amuser dans la prochaine année. Juste une petite question de procédure sur le point 1.15. C'est la première fois que j'entendais un maire faire une proposition pendant une assemblée. C'est-tu comme ça que ça doit se passer? Je pose la question. Normalement, la proposition vient soit lors du jour ou d'un conseiller? Non? C'est ce que je vais dire. Non, c'est un point d'ordre. C'est un point d'ordre. Proposition de reporter. OK. En tout cas, moi, la façon dont je le lis par rapport aux assemblées à lesquelles j'ai participé avant, c'est qu'on aurait dû d'abord débattre de la proposition qui était déposée. Et après ça, ou que quelqu'un fasse une proposition pour l'amender et là, débattre la proposition amendée. J'ai comme l'impression de me retrouver comme une dizaine d'années en arrière au conseil municipal de Percé. J'aimerais ça qu'on revienne peut-être à une façon plus protocolaire de fonctionner. OK, vous voulez... Si mon interprétation est bonne. On votre question. Votre question? Est-ce qu'on peut revenir à une façon plus protocolaire de fonctionner? Je vais mettre les gants blancs. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabeau. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. Chandler accueillera ce printemps les Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et ce du 12 au 15 juin prochain. C'est ce qu'ont confirmé les élus de Chandler lors de la dernière séance municipale. TVRP en a discuté avec le maire Gilles Darèche au sortir de la rencontre. Il a aussi été question lors de cet entretien des avancées sur les travaux d'asphaltage, d'une infestation de papillons cet été, et nous sommes aussi revenus comme il se doit sur l'hommage rendu à nos vétérans dans le cadre du Jour du souvenir. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Dites-moi, on va commencer par les Jeux des 50 ans que vous allez recevoir cet été, au mois de juin. Donc, honoré probablement de les recevoir? Absolument, du 12 au 15 juin 2025. Donc, c'est les Jeux des 50 ans et plus qui vont amener à Charlotte beaucoup de monde. Hein, beaucoup de monde. C'est des Jeux qui sont très populaires au Québec. Puis, on a une belle organisation qui est en train de se préparer. Comme on l'a dit à la réunion ce soir, on va avoir beaucoup besoin de bénévoles. L'organisation demande près de 200 bénévoles là, pour toutes les activités. Il y a plusieurs activités. Puis, dans tous nos lieux ce qu'on peut offrir nos services, on va le faire dans la ville de Chandler. Puis on demande aux gens s'ils sont intéressés, là, ça ferait du bien. Puis ça va faire une belle activité pour la ville, puis pour nos gens aussi à Chandler. Là. 50 ans et plus, il y en a beaucoup. On en fait partie. Donc, ça serait le fun que les gens s'investissent là-dedans également. Des belles retombées économiques. Belles retombées économiques pour nos commerces également. En même temps, ça amène beaucoup de monde. Nos terrains de camping vont être pleins, nos restaurants vont être pleins, nos chambres d'hôtel également. Donc, c'est une belle activité pour la ville de Chandler. Ça promeut les saines habitudes de vie aussi. Absolument. Le sport, loisirs, donc c'est ça. Dites-moi, asphalte, ça avance? Ça avance beaucoup. Il y a beaucoup de rues de fait. C'est pas terminé encore, mais on sait que on va faire Chandler cette semaine. La rue de l'Arena, dans le fond, la rue de l'Hôtel de Ville, la rue de la Polyvalente également. Donc, c'est des rues qui vont être terminées cette semaine. Puis, non, mais il y en a déjà beaucoup de faits. Puis ça va faire du bien là, de circuler dans des rues avec de l'asphalte qui est refaite, là, dans le fond. C'était des rues il y en avait beaucoup besoin. Évidemment, c'est une première année. Puis après ça, on verra là, pour les prochaines années, là, on va faire l'inventaire des autres rues là, qui vont être à faire. Puis il va y avoir d'autres projets comme ça d'asphaltage. On parlait, je pense, une dizaine de rues. Hein, avant la fin, les travaux finissent quand pour... Bien, nous autres, on sait que là, d'ici à une semaine, d'après nous, là, les travaux d'asphaltage vont être finis. D'accord.
Un premier paiement a été fait. Oui, absolument. Et de un peu plus d'1,1 million. Mais c'était attendu, donc tout le monde est content. J'entends les conseillers le sourire aux lèvres en disant c'est important, les gens en voulaient. Là, vous répondez à la demande. Absolument. Les gens, on sait, s'exprimaient beaucoup sur les réseaux sociaux en disant qu'ils brisaient leur voiture, c'était plus circulable dans la rue de la Polyvalente. On écoutait les gens. Puis je pense que c'est une mission accomplie. Puis les gens, je pense, vont être contents de circuler dans des secteurs où les rues ont été pavées en neuf. Puis écoutez, on sait que l'asphalte, ça coûte cher. Je l'ai déjà dit. On avait fait 4 petits morceaux d'asphalte sur le boulevard. Puis ça avait coûté 70 000 $. Donc ça coûte cher l'asphalte. Puis mais nos gens avaient besoin de ça. Puis on a répondu à leurs besoins. On est très heureux de ça. OK. Match des Vikings, t'es arrivé quelque chose? Bien, match des Vikings, c'est qu'il y a des jeunes dans la mezzanine. On sait qu'on a une mezzanine où il y a un bar. Donc, il y a des sièges également pour écouter le match. Il y avait des jeunes là. Puis, les policiers sont venus vérifier le permis. Ils ont fait sortir les jeunes. C'est une erreur qu'ils ont fait. Les policiers, M. Parizeau me l'a avoué ce matin, là, que c'était une erreur des policiers. Ils ont peut-être mal lu peut-être le permis, mais le permis qui avait été demandé et qui a été obtenu par l'Organisation des Vikings, c'est un permis de réunion. Donc, ça autorise les jeunes à s'asseoir là, dans la mezzanine. Par contre, on ne peut pas leur vendre de boisson. On le sait très bien, ils n'ont pas 18 ans. C'est 18 ans et plus pour obtenir de la boisson, mais pour s'asseoir dans la mezzanine, tu n'as pas besoin de 18 ans. Donc, on met les choses au clair. Là. On met les choses au clair. Nos jeunes vont avoir le droit d'aller au prochain match du Viking. Ils vont être les bienvenus. Gros rebuts. Dans la mezzanine. Très bien. Concernant les gros rebuts, il semble y avoir une suite. Oui, mais les gros rebuts, écoutez, pour commencer, là, il y en a qu'on laissé des gros rebuts encore sur leur côté du chemin, comme j'ai dit tantôt. Probablement que c'est des gens qui étaient peut-être pas inscrits, mais j'ai pas la raison là, formelle pourquoi que c'est encore là. Est-ce que c'est des gens qui n'étaient pas inscrits, puis la cueillette s'est pas faite quand ils n'étaient pas inscrits? Est-ce que c'est des matériaux que ils répondaient pas aux exigences des gros rebuts parce qu'ils ramassaient pas tous les matériaux non plus? Est-ce que c'est ça? Mais on demande aux gens là, qui ont encore des gros rebuts sur le côté de devant leur maison, mettons, sur leur route, de ramasser là, les gros rebuts qu'ils ont mis là. Puis s'ils veulent plus d'informations, ils peuvent appeler la ville? Ils peuvent l'appeler à la ville ou à la MRC, là, ils vont leur répondre là-dessus. Puis je déplore un peu le fait, on a eu un téléphone ce matin, là, qu'une madame qui nous a appelé ce matin pour dire que dans la rivière, près de la rivière à Pont-aux-Mills, les gens avaient jeté des grosses ordures, les matelas et des boîtes et tout ça, près de la rivière à Pont-aux-Mills, donc sur le côté de Newport. Là. Puis je demande aux gens de pas faire ça. Les vidanges, la cahier d'ordures passe à toutes les 2 semaines. Puis je pense qu'ils ont beau à le faire là. Même s'ils n'ont trop pour une semaine, bien, ils mettent ça sur 2-3 caillettes, dans le fond, pour le faire. Mais on déplore cette situation-là. C'est ce qu'on appelle le dépôt sauvage, finalement. Oui, absolument. Puis c'est près des rivières en plus. On ne devrait pas le faire, ça, ces choses-là. Bon, message est lancé. Oui. Dites-moi, vous avez octroyé un contrat à Sanipro, une entreprise qu'on connaît très bien. Oui. Je pense que c'est quelque chose comme 13 000 $ pour un envahissement de papillons et de larves. Allez-y. Oui, là, on parle vraiment d'envahissement parce que on se souvient l'année passée, cet été, où il y avait eu une soirée où il y avait des papillons un peu partout. On sait que l'usine Gagnon et Fils à Sainte-Thérèse, ils ont été obligés de fermer pour ça. Le restaurant Scoubamel à Pabot a fermé également. Le dépanneur multiservice avait eu des problèmes de papillons également, mais c'était des odeurs extrêmement fortes, extrêmement mauvaises odeurs. Puis ça nous est arrivé, nous, à l'Aréna de Newport, on ne savait pas. Nos pompiers ont intervenu, mais ça ne suffisait pas. C'était des larves qui étaient rendues dans l'aréna. Ça rentrait de partout, par les fans, ça rentrait de partout. Puis, quand ils ont ouvert les portes, les gens ont essayé d'intervenir, mais ça leur prenait des costumes spéciaux. Puis, on a dû faire appel à Sanipro pour désinfecter, puis rendre ça salubre, parce que ça n'avait vraiment pas de bon sens. On a été envahis par ça. On espère que ça ne va pas tous les ans. La nature nous a fait une surprise vraiment désagréable. Puis ça n'a pas été seulement nous, là, on a vécu ça, je m'en souviens, cette soirée-là. C'était au mois d'août? Ben, je pense que c'était au mois d'août, quelque chose comme ça, parce que on était dans un spectacle là, dans le parc du souvenir. Puis quand on a sorti de là, il y avait des nuages de papillons. Là, c'était vous, là, ça fait longtemps que vous êtes d'ici, vous, donc avez-vous déjà entendu parler de ça? On avait vu ça déjà quand je travaillais, moi, au centre de réadaptation. Quand on est arrivé le matin sur le mur là, du centre de réadaptation, le mur était envahi de papillons. Mais ça fait plusieurs années de ça. Ça cyclique alors comme mais c'était pas autant que ça. Là, okay. C'était plus problématique. C'était très sérieux. Juste dernière question là-dessus, parce que ça pique ma curiosité. Est-ce que le ministère de l'Environnement est capable de répondre à savoir pourquoi? Est-ce que vous êtes informé? Ou... Ben non, on ne s'est pas informé, mais on espère que ça n'arrivera pas l'année prochaine puis qu'on ne sera pas encore pris avec cette situation-là. C'est une très mauvaise situation.
Moi, je vais appeler, Absolument, il faut creuser ça un peu, oui. Je vais creuser, c'est mon travail. Dernière question, dites-moi, journée du souvenir de nos vétérans qu'on doit honorer à chaque année, évidemment. Et on sait que nos vétérans, il y en a qui ont donné leur vie pour nous, là, puis c'est sérieux, puis il y en a qui sont allés, se sont blessés, il y en a qui ont des traumatismes à vie également, donc ils n'ont pas fait ça pour rien, avec leur courage, puis tout ça, puis on est très reconnaissants là, du travail qu'ils ont fait. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Donc, vous venez de faire le lancement du nouvel organisme Ensemble pour un accès aux ressources marines. C'est quoi cet organisme-là? Bien, en fait, c'est un groupe de citoyens qui se sont mis ensemble pour réfléchir à l'accès qu'on a en tant que citoyen aux ressources marines. Puis, on s'est rendu compte que c'était très différent d'une province à l'autre. Puis, c'était le Québec qui était un peu le moins bien servi. Donc, on a décidé de se regrouper ensemble pour intéresser les gens à ce dossier-là qu'est l'accès aux ressources marines. Oui, bien, j'ai pu le constater pendant votre présentation. Les provinces de l'Ouest canadien, puis pourtant, on a tous la même réglementation, celle du fédéral. Les provinces canadiennes, eux autres, vont l'appliquer. Tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent selon la loi. Tandis que nous autres, tout nous est interdit, façon de parler. C'est un peu pour ça. Oui, tout à fait. C'est la disparité entre l'application des lois d'une province à l'autre qui nous a vraiment intéressés ou motivés à aller de l'avant avec cette organisation-là. Donc, avec cet organisme, qu'est-ce que vous espérez faire? Bien, en fait, on souhaite développer notre base de membres parce que on pense qu'il faut être regroupés ensemble pour avoir un certain poids auprès du politique. Puis, on est actuellement là aussi supporté ou accompagné par la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec qui, on pense, ont une clientèle qui pourrait être très intéressée aussi par nos activités. Mais c'est vraiment ça. Donc, d'avoir un certain pouvoir pour engager la discussion avec le gouvernement. Cette représentation-là auprès du gouvernement, il y a quelqu'un qui apportait comme commentaire qu'il pourrait avoir aussi aller faire de la représentation auprès des villes pour avoir leur appui. Quelque chose qu'on pourrait faire. Bien, tout à fait. En fait, on essaie de parler avec le plus de monde possible pour rallier le plus de gens derrière notre démarche. Donc, oui, effectivement, là, s'il y a des citoyens ou des élus municipaux, provinciaux qui ont un intérêt pour cette démarche-là, bien, on les encourage à en parler, à communiquer avec nous puis voir comment ils peuvent s'impliquer dans notre démarche. Pouvez-vous me donner des exemples, justement, de grandes disparités qu'il peut y avoir entre le Québec et toutes les autres provinces? Bien, une qui est très marquante, je dirais, c'est la possibilité de cueillir des pétoncles en plongée sous-marine dans la baie des Chaleurs du côté néo-brunswickois, mais que ce soit interdit complètement du côté du Québec. Donc, c'est un plan d'eau qu'on partage, qui est délimité entre les deux, mais d'un côté, c'est une activité qui est autorisée, mais pas de l'autre. Donc, si on serait à Campbellton, Pointe-à-la-Croix, jusqu'à la moitié du pont, on a le droit d'un côté, puis dès qu'on l'a franchi, on n'a plus le droit. Oui, c'est à peu près ça, oui. Est-ce que là, vous êtes en processus pour avoir des membres? Est-ce que vous avez aussi des partenaires qui vous accompagnent là-dedans? Bien, certainement. Avant de démarrer l'organisation, on a rencontré plus d'une douzaine d'organisations au BNL, soit en développement social, communautaire, alimentation. Puis tous nous mentionnaient être très intéressés par cette mission-là. Par contre, il n'y avait personne qui avait, cette mission dans leur mandat. Donc, ils ne se voyaient pas en mesure de porter la mission. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette OBNL-là. Puis, on est supporté par le pôle d'économie sociale de la Gaspésie, notamment le chantier de l'économie sociale du Québec, puis aussi, comme je mentionnais, la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec. Là, vous
dans le fond, vous allez faire ces représentations-là, ces activités-là pour la pêche récréative, donc monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce que dit l'industrie de la pêche? Bien, actuellement, c'est pas nécessairement un discours ou une communication qu'on a direct. Puis je pense que ça dépend beaucoup de tous et chacun. Il y en a qui vont peut-être être un peu plus opposés, d'autres plus ouverts. Mais éventuellement, c'est un discours qu'on veut ouvrir parce que notre objectif, c'est vraiment pas de nuire aux pêches commerciales. Loin de là, c'est d'avoir une utilisation qui soit un petit peu plus représentative des différentes parties citoyennes. Vous avez fait, pendant la présentation, le rapprochement avec la chasse puis la cueillette de champignons. Dans le fond, même si la population pourrait avoir le droit, de toute façon, c'est pas tout le monde qui va aller pêcher. Donc, c'est quelque chose qui devrait être permis normalement, surtout si, en plus, ça l'est dans l'Ouest canadien et dans les provinces maritimes. Bien, effectivement, on pense pas que ça va être tout le monde qui habite en Gaspésie ou sur la Côte-Nord qui vont commencer à eux-mêmes aller pêcher leurs ressources alimentaires. Par contre, on pense qu'il y en a certains, même plusieurs, qui pourraient avoir cet intérêt-là. Puis, ben, c'est aussi de fournir une ressource alimentaire à des gens qui sont parfois peut-être dans des situations financières un peu plus difficiles ou qui vivent dans des déserts alimentaires aussi. Surtout quand on voit le prix assez élevé des produits de la mer. Bien, effectivement, c'est pas nécessairement tous les Gaspésiens, Gaspésiennes et Québécois qui peuvent se permettre de manger du crabe ou du homard qui est pêché ici au Québec. Puis ça, on trouve ça aussi excessivement dommage. La formation de l'organisme, le lancement a été fait aujourd'hui, mais ça fait combien de temps que vous travaillez sur ça? Ça fait plus de 2 ans. On a eu plusieurs rencontres, plusieurs discussions avant d'être formé en tant qu'OBNL, mais ça fait environ 1 an là, que l'organisation est formée en tant que telle. Qui a été rencontré qui pour discuter et partir le bal de ça? Ben, c'est notre président, Hugo Daniel, qui a vraiment lancé un peu la démarche. Il a communiqué avec plusieurs de ses amis qui pensaient qu'il y avait effectivement un intérêt pour les ressources marines. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a un peu créé ce groupe de discussion-là, puis qu'on s'est rendu compte là, qu'il y en avait plusieurs qui avaient ces mêmes réflexions-là. Donc, qui compose le conseil d'administration? Ben moi, c'est Renaud Camiran. Je suis un citoyen engagé et puis je suis aussi consultant indépendant. Moi, je m'appelle Manu Babin, je suis cuisinière sur un bateau de sciences et je plonge. Et c'est pour ça que je m'implique dans le conseil d'administration de Ensemble pour un accès aux ressources marines. Moi, c'est Félix Fortin-Mongeau, je suis enseignant en philosophie puis je m'intéresse beaucoup aux enjeux d'éthique environnementale. C'est pour ça que je m'implique dans cette organisation. C'est quoi qui vient toutes vous unir parce que vous venez quand même je veux pas dire de milieux différents parce que ça a tout rapport avec la pêche, là, mais un professeur, une cuisinière sur un bateau, un citoyen, c'est quoi qui vous a toutes réunis? Ben, je pense que c'est l'impression d'être si éloigné de nos ressources de la mer, puis de savoir que normalement ça devrait profiter à tous et à toutes. Puis c'est un peu cette injustice-là, je pense, qui nous ou cette impression d'injustice-là qui nous réunit autour de cette mission. Impression d'injustice, puis je vais dire comme toi, ben, on est tous des citoyens là-dedans qui se sentent concernés par le fait que finalement nos politiques sont pas à la hauteur de nos attentes. Il y avait plusieurs appelés, mais ça prenait des élus, fait qu'avec un groupe d'autres citoyens, puis il y a 2 autres membres du CA qui sont absents aussi aujourd'hui, Hugo et Christophe. Mais il y avait plusieurs appelés qui, ensemble, on a décidé de désigner des personnes qui allaient représenter. Ça prenait des gens pour ramer dans le bateau, fait que c'est nous, mais il y a bien du monde avec nous autres. C'est l'objectif du projet. Donc, on est en processus de recrutement de membres. C'est quoi qui s'en vient
court et moyen terme? Bien, en fait, on souhaite diffuser l'information, éduquer la population aussi sur la situation de la pêche récréative au Québec. Puis, en fait, on développe le membership. Donc, tous les gens qui sont intéressés par la démarche, on les invite à s'enregistrer sur notre site web. Vous avez simplement à chercher sur Google « Ensemble pour un accès aux ressources marines », puis vous allez pouvoir là, vous inscrire directement dans notre banque de membership. Tout à l'heure, vous disiez que il y a des présentations comme ça à Carleton, un peu partout. C'est un organisme qui est à travers le Québec? Ben oui, effectivement, la démarche est née en Gaspésie, mais on a contacté énormément de gens, puis beaucoup de gens se sont montrés intéressés, ont voulu eux aussi participer à cette démarche-là, ou à ces actions-là. Ce qui fait que pour le lancement de notre organisation, on a plus de 10 endroits au Québec où est-ce qu'il va y avoir des lancements là, comme il y a eu ce soir. OK. Donc, en étant grand de même, c'est vrai que vous allez avoir une belle représentation au gouvernement pour pouvoir faire des représentations. C'est ce qu'on souhaite, effectivement, mais on est aussi fort que notre bassin de membres, donc encore une fois, on invite tout le monde à aller s'inscrire et puis à parler aussi de notre démarche, parler de cette réalité-là qu'est l'accès récréatif aux ressources marines. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Ben oui, en fait, c'est une réalité qui nous touche énormément. On pense que une majorité de Québécois pourraient avoir l'opportunité de se nourrir de la mer, que ce soit par un accès direct ou un accès communautaire. On pense qu'il n'y a pas une seule réponse, une seule solution. On pense que tout le monde doit être à la même table et discuter de cette réalité-là. C'est quoi ton nom, tu m'as dit? Renaud Camiran. Eh bien, Renaud Camiran, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps et bonne chance à toute l'équipe pour cet organisme-là. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553. Alors, je suis en compagnie de Stéphane Sainte-Croix, député de la circonscription de Gaspé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous-même. Oui, merci. Donc, quelques petits sujets aujourd'hui. La première, quelque chose qui est important pour le gouvernement, et comme tu me disais, c'est transpartisan, je crois. La commission spéciale sur le numérique. Oui, commission spéciale sur les impacts du numérique sur les jeunes. Donc, on se souvient que c'est une commission qui a été instaurée par M. François Legault, premier ministre du Québec, à la fin des travaux parlementaires en juin 2023. Commission transpartisane, ça veut dire qu'il y a des représentants du gouvernement, donc du Parti de la CAQ, il y a des représentants de Québec solidaire, du Parti libéral du Québec et du Parti québécois. Donc, on forme une commission, on travaille sur différents enjeux qui regardent l'évolution du numérique et surtout l'impact du numérique chez nos jeunes. On sait que les jeunes sont très tôt exposés à tantôt le téléphone, tantôt la tablette, les ordinateurs, bien évidemment, et dans une moindre mesure la télévision. Et puis, au courant du début de l'automne, on s'est concerté là, avec notre calendrier de travail. Puis, on a principalement passé nos heures de commission à écouter des experts. Donc, on a rencontré des experts québécois, canadiens, américains et aussi au niveau européen, qui sont venus nous parler un petit peu de leur recherche qui se fait actuellement là, sur l'ensemble des clientèles jeunesse essentiellement. Puis on a été à même là, d'écouter des constats, des recommandations là, faites par les spécialistes au niveau de la santé,
au niveau de l'évolution cognitive, au niveau du développement des relations intersociales, au niveau des aptitudes aussi de nos jeunes qui, avec le numérique, évoluent et puis peuvent devenir des enjeux, des problèmes. Donc ça, c'était la première partie de nos travaux durant l'automne. La deuxième partie des travaux qu'on a débuté la semaine dernière, on se promène à travers le territoire québécois, on va à la rencontre des jeunes dans les écoles et on les écoute nous raconter un peu leur rapport au niveau de leur téléphone, de leurs écrans, de l'ordinateur, à la maison, dans leurs relations sociales, entre eux aussi à l'école, au niveau pédagogique, entre autres, comment ils vivent tout ça. Et puis, on les écoute, puis ils nous racontent des histoires quand même assez intéressantes sur leur relation au numérique. On nous parle aussi d'habitude, le temps d'écran. Combien d'heures ils passent par jour sur les écrans? Qu'est-ce qu'ils font sur les écrans? Qu'est-ce qu'ils consultent? Qu'est-ce qu'ils consomment? Les réseaux sociaux, le type de réseaux sociaux, le type de contenu qui se retrouve derrière ces plateformes-là. On a aussi parlé des jeux vidéo, des habitudes de nos jeunes, de jouer sur les plateformes vidéo, jouer entre eux, avec l'ami qui est à la maison, mais aussi jouer en ligne avec une communauté plus grande, un petit peu partout sur la planète, là, qui s'adonnent à la même passion du même jeu. Donc, ça amène d'autres types de relations aussi. On a bien évidemment aussi parlé de la relation de nos enfants avec leurs parents sur le numérique, parce que nous, comme parents, on a aussi des relations au niveau de nos appareils, donc on consomme le numérique, on est souvent branchés sur nos écrans. Les jeunes, ils voient ça aussi. Ils constatent effectivement qu'on passe beaucoup de temps. On a parlé de la difficulté qu'on a de dialoguer entre enfants et entre parents, considérant qu'on a souvent un usage numérique là, qui fait en sorte qu'on priorise moins le contact humain au bénéfice de l'écran. Bref, c'est très intéressant, c'est très instructif. Puis on continue là, dans les prochaines semaines avec nos travaux de la commission. Ça va vous donner jusqu'à quand pour parcourir le Québec? Ça, on fait ça dans une prochaine semaine. Ça va être la deuxième partie là, de notre consultation dans les écoles. Et puis, on se donne jusqu'au printemps, au mois de mai 2025, là, pour déposer le rapport, nos recommandations au niveau de la commission. Et puis après ça, on va regarder s'il faut légiférer, s'il faut resserrer les règles, s'il faut changer les règles du jeu au niveau de la consommation du numérique, principalement auprès des jeunes. Vous avez parlé de légiférer. À quoi vous pensez qu'on pourrait... Quelle forme ça pourrait prendre, légiférer? On a demandé, entre autres, dans les séries de questions qu'on avait avec nos jeunes, est-ce que vous êtes d'avis qu'on devrait instaurer un âge minimal pour avoir accès à des réseaux sociaux? Les jeunes sont très conscients que, essentiellement, ça prend autour de 13 ans là, pour être capable d'ouvrir un compte, mettons TikTok. Les jeunes, ils font un grand détour, ils trichent un peu sur leur date de naissance pour avoir accès à un compte TikTok. C'est ça. Quand ça fait juste te demander ton âge... C'est ça. Quand on dit légiférer, est-ce qu'on devrait resserrer les mécanismes qui fait que tu puisses accéder à un compte? Fait qu'on a des exemples ailleurs sur la planète où il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à ça, des gouvernements, des États. Et puis, les jeunes, ils sont en partie d'accord avec ça parce qu'ils sont bien conscients que des fois, ils ont accès à du contenu qui est plus ou moins pertinent pour leur âge. Donc, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients que, quelque part, ils enfreignent les règles du jeu un petit peu. Mais l'intérêt d'accéder au compte, puis d'accéder au contenu, c'est quand même assez puissant actuellement chez nos jeunes. Il y a de l'intérêt, il y a de l'attractivité au niveau des plateformes, des réseaux sociaux. Puis c'est le genre de réflexion qu'on va devoir avoir là, comme société prochainement. Là, c'est d'être capable aussi de dire à ces entreprises-là qui possèdent pour prendre l'exemple des réseaux sociaux, c'est d'être capable de leur dire, regarde, mettez une limite d'âge, c'est d'être capable de les influencer. Rendre responsables, dans le fond, les créateurs de contenu, les gestionnaires de ces plateformes-là, au niveau de leur responsabilité auprès des jeunes, nommément au niveau de l'accessibilité, nommément au niveau des contenus jugés pertinents, sécuritaires.
Donc, il y a effectivement là beaucoup encore de questions à poser, de réflexions à avoir. Puis on va voir là, au terme des recommandations quelle forme tout ça va prendre dans les mois, les années à venir. On va se garder au courant pour voir la suite des choses. Côté municipal, Percé est rendu avec un nouveau maire, Daniel Leboeuf. Comment vous pensez établir les relations, pas établir, mais comment vous voyez les relations avec le nouveau maire? On a pris la peine de souligner, dans le fond, l'entrée en fonction de M. le maire. Donc, on l'a félicité en bonne et due forme à ce niveau-là. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'asseoir avec M. Leboeuf puis de commencer à aborder des dossiers concrètement. Ceci dit, je suis l'actualité, bien évidemment, comme tout le monde. Je souhaite bon succès à M. Leboeuf pour le terme de son mandat. On se rappellera aussi qu'il y aura une élection générale, là, grosso modo, dans une année, très bientôt, en 2025. Donc, on lui souhaite tout le succès. Et puis, j'ai bien hâte là, de pouvoir m'asseoir avec M. Leboeuf, puis de commencer à regarder quelles seront ses priorités dans l'année du mandat à venir. Et puis, on va essayer de faire ça d'ici Noël, là, d'avoir une première rencontre de travail à ce niveau-là. Et pour changer de sujet, mais en restant côté municipal, là, une bonne nouvelle pour les municipalités. Oui. C'est plus long que ça, là, mais le transfert de TVQ. Oui, mais dans le fond, on se souvient qu'en 2020, on avait transféré un point de croissance de notre taxe de vente du Québec au profit des municipalités. On avait aussi fait la promesse là, lors de la dernière élection de pérenniser, de rendre permanente cette mesure-là. On a fait ça dans les derniers mois. Donc, à partir du 1er janvier 2025, donc de la nouvelle année civile, il y aura de façon pérenne là, un point de transfert de croissance de la TVQ qui sera transféré au niveau municipal. Donc, ça représente plusieurs millions de dollars pour certaines municipalités. Et puis, sur l'ensemble du territoire québécois, ce sera une mesure d'accessible au niveau des municipalités pour pérenniser leur financement, leur budget de financement, compte tenu des responsabilités qui sont les leurs, qui sont aussi en croissance. Sachant que l'an passé, les municipalités ont eu une baisse assez substantielle de la péréquation, je crois. Le transfert de ce transfert-là, je ne sais pas dans quelle mesure ça va venir aider, mais au moins, ça va être il va y avoir un bon montant qui va venir dans les cas. Oui, bien, ça ne va pas nécessairement remplacer totalement là, le manque à gagner. À ce niveau-là, mais c'est quand même une source de revenus importante. C'est une source de revenus aussi, puis je pense que c'est ça l'élément qu'il faut retenir, pérenne, donc qui est là pour rester pour l'ensemble des municipalités du Québec. Puis, compte tenu de l'indice de vitalité économique et de la démographie sur le territoire, c'est variable d'une municipalité à l'autre, mais c'est une bonne nouvelle en termes de fiscalité municipale, tout à fait. Côté francisation, on entend parler beaucoup dans les médias que il y a des coupures dans la francisation. Tu voulais me remettre les choses au clair là-dessus? Bien, je pense que c'est important, comme vous le dites, de donner l'information la plus juste possible. Il faut comprendre qu'actuellement, ce qu'on entend beaucoup dans les médias, c'est le terme coupure. Donc, moi, j'aimerais rassurer là, les auditeurs, les auditrices, il n'y a pas de coupure dans les programmes de francisation au niveau de la province du Québec. Le budget en 2023 au niveau de francisation, avec Francisation Québec, là, juste au niveau des centres de services scolaires, qui sont essentiellement des joueurs importants sur le territoire ici, là, on parlait de 104 millions sur l'ensemble de la province. Ça, c'était pour 2023. En 2024, c'est encore 104 millions. Puis le budget total, incluant Francisation Québec, qui est l'instance principale de francisation au niveau gouvernemental, on parle de 290 millions de dollars pour l'année 2024-2025, donc jusqu'au 31 mars prochain. Donc, il n'y a pas de coupure, mais il n'y a surtout plus de dépassements qui sont autorisés par l'instance gouvernementale. Donc, les partenaires, les centres de services scolaires et Francisation Québec, avec ses partenaires dans le milieu, sont tenus de respecter les budgets initiaux. Donc, c'est là où je pense qu'il faut mettre un petit bémol.
Il n'y a pas de dépassements qui seront autorisés en termes de financement cette année, mais le budget est maintenu à la même hauteur que l'an passé pour les centres de services scolaires. Puis, comme je le disais d'entrée de jeu, là, pour l'ensemble du secteur francisation au Québec, on parle de 290 millions. On parle de 76 000 personnes qui seront francisées cette année au Québec. C'est un record. Puis pour vous donner une idée de l'ampleur un petit peu de la chose depuis que le gouvernement de la CAQ est au pouvoir, avant 2018 et principalement avant 2023, année où on a mis en place Francisation Québec, c'était grosso modo annuellement au Québec 20 000 personnes qui étaient francisées. Donc je vous rappelle qu'on est rendu à 76 000 personnes. Donc je pense qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure, comme vous le dites. C'est pas tant de la coupure que du respect de notre rigueur budgétaire. Je pense que ça va pour la francisation. Là. Merci. Pour terminer, Mégane Perry-Melançon, elle a confirmé qu'elle tenait à se présenter en 2026. Dans votre cas, est-ce que c'est déjà le cas que vous représentez ou toujours? Ben, dans les prochaines semaines, ben, ça arrive vite, hein, la fin de l'année civile, nous, on va présenter là, notre bilan là, de mi-mandat. Donc, le travail qui a été réalisé là, depuis octobre 2022 jusqu'à, grosso modo, décembre 2024. Puis, ben, on va annoncer en même temps l'intention que j'ai d'être de la course, de la prochaine course. Mais oui, on va être au rendez-vous pour la prochaine course. Puis, lors du bilan, ben, on va vous annoncer ça en bonne et due forme. Parfait. Eh bien, Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, merci beaucoup pour votre passage. Merci à vous. Ça fait toujours plaisir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Alors, la Fédération de télévision communautaire autonome du Québec va lancer une nouvelle campagne prochainement. Pour nous en parler, je suis avec Valérie Nault, responsable des communications. Bonjour. Allô? Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc, cette campagne, elle va avoir lieu le 21 novembre. C'est quoi cette nouvelle campagne? En fait, on veut que le 21 novembre soit la date significative du démarrage, du lancement de la campagne, parce que le 21 novembre, c'est une date où on célèbre la Journée mondiale de la télévision. Donc, on trouvait que c'était cohérent de débuter la campagne à ce moment-là, mais on va l'échelonner le plus longtemps possible, c'est-à-dire qu'on va encore retrouver des actions en 2025. Là, il va y avoir des vidéos, des capsules spécifiquement pour la campagne qui vont être dévoilées au fil du temps. On va mettre beaucoup d'énergie au mois de décembre 2024 avec de la publicité dans certains médias, avec des publications sur les médias sociaux. Pour le but, en fait, de la campagne, c'est vraiment d'atteindre un public qui n'est pas actuellement rejoint par la télévision communautaire autonome. Donc, pour faire connaître à plus de gens possible la télévision communautaire autonome dont on est privilégié d'avoir au Québec. Dans le but de leur faire connaître, pour leur montrer l'importance des télévisions communautaires dans leur région? Tout à fait. En fait, les télévisions communautaires autonomes ont une niche particulière par rapport aux autres médias, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent davantage à l'actualité locale, le rayonnement des talents des communautés. Donc, c'est des choses que les grands médias ne font plus. Ils se déplacent plus là, dans les plus petites, dans les régions ou dans les plus petites municipalités, chose qui est une force pour la télévision communautaire autonome. La télévision communautaire autonome, elle s'intéresse à sa communauté dans laquelle elle est implantée. Donc, c'est dans ce seul média-là qu'on va retrouver l'information de proximité. Donc, ça se trouve à être un élément essentiel à la santé de notre démocratie et c'est pour ça qu'on juge que c'est important
important que tout le monde sache que c'est une alternative pour consommer de l'information, mais pour aussi consommer du contenu local qui parle des enjeux qui sont propres à chacune des communautés, donc qui nous touchent directement. Tu as dit que le 21 novembre, c'est la journée mondiale de la télévision. C'est quoi cette journée-là? Ça me semble que c'est la première fois que j'en entends parler, même si je travaille dans le domaine télévisuel, là. Oui, en fait, c'est une journée qui est peu connue. Puis, contrairement à nos homologues, par exemple, à la radio, ils ont les journées de la radio, tout ça, c'est célébré. Donc, la Fédération aimerait ça aussi que la Journée mondiale de la télévision soit célébrée. C'est depuis 1996, en fait, que les Nations unies, ça a été vraiment leur initiative au départ. Donc, c'est les Nations unies qui ont proclamé le 21 novembre comme Journée mondiale de la télévision. Ça voulait, en fait, faire en sorte qu'on discute de ce média-là, qui est une façon différente de faire les choses. Et puis, je vous dirais que le rapport des téléspectateurs, se voir à l'écran, tout ça amène un rapport différent à l'image et tout ça, qui est intéressant. Donc, pour signifier, pour célébrer ce caractère-là unique de ce média qui passe par l'écran pour diffuser de l'information. Il me semble que c'est d'intérêt, c'est d'actualité pas mal comme journée, sachant que les gens délaissent de plus en plus la télévision, justement, puis pour s'informer sur les réseaux sociaux. Donc, ça a l'air l'industrie se transforme. Effectivement, l'industrie se transforme. Ce qu'on voit au niveau de la télévision, c'est que ce qu'on dit, le câble est de moins en moins populaire parce on se dirige davantage vers des contenus à la carte qui offrent des plateformes avec du contenu disponible en tout temps en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau des télévisions communautaires autonomes du Québec, la Fédération en représente 42, donc c'est beaucoup. On en a dans 15 régions administratives du Québec. Ont tous une façon de se faire voir en ligne. Donc, ils ont tous du contenu disponible sur leur site Internet. Donc, on peut choisir comme consommateur d'information ou de divertissement d'aller directement sur le site de notre télévision communautaire autonome et de sélectionner le contenu qu'on a envie de visionner, tout comme on le ferait sur une plateforme là, qui permet de le faire. Donc, les télévisions communautaires autonomes ont emboîté le pas tranquillement vers cette transformation-là de consommation qui est dirigée plus vers de la consommation à la carte plutôt que la diffusion à la télévision par câble-distribution. Toutefois, les télévisions communautaires autonomes sont toujours en ligne, toujours en ondes, pardon, à la télévision, là, comme ça l'était avant aussi. Donc, ça rejoint vraiment toutes les clientèles qui soit veulent écouter la télévision ou consommer du contenu plus sur une plateforme comme un ordinateur ou un téléphone. Les gens peuvent participer comment à cette campagne? Il y a plusieurs façons. En fait, la Fédération va mettre en ligne des publications sur ses différents médias sociaux, mais va aussi promouvoir des capsules vidéo. Donc, quand elles vont être sorties, monsieur, madame, tout le monde peut allègrement les partager sur ses propres profils ou ses propres réseaux aussi. On a on a un communiqué de presse qui est aussi publié, donc qui réfère les gens à nos outils visuels. On a développé un logo et toute une image de marque, en fait, pour la campagne. Donc, les gens peuvent utiliser ces visuels-là dans leur signature courriel, sur leur photo Facebook, peu importe. Et puis, il y a aussi un cadre de photos, de profil que les gens peuvent apposer à leurs photos, par exemple sur Facebook, Instagram et compagnie, qui entoure votre visage ou votre photo là, avec le logo, le slogan « J'ose ma télé communautaire ». Il y a aussi des autocollants qui ont été faits, imprimés, pour que les gens puissent en coller partout où ils le souhaitent. Donc, ils peuvent se les procurer soit dans leur télévision communautaire autonome, ou soit en s'adressant directement à la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Donc, j'invite toute la population à emboîter le pas et à endosser la cause là, des télévisions communautaires autonomes pour soutenir ce média-là qui est essentiel à notre démocratie, mais aussi au rayonnement local de nos enjeux qui nous sont propres. Ça, c'est ce que vous avez parlé, là, que le monde peut mettre sur leur photo de profil. Là. Est-ce qu'ils se le procurent? Est-ce qu'ils font la demande à leur TVC? Parce que, bon, nous autres, on l'a reçu, ou ils peuvent ou pendant la campagne, même vous autres, vous allez le rendre disponible à la population. Oui. En fait, la Fédération aime bien que les citoyens s'approprient leur propre télévision communautaire autonome qui est sur le territoire où
elle ou il habite. Donc, si vous voulez vous adresser directement à votre télévision communautaire autonome, effectivement, elles ont tous les outils en main. Donc, elles pourront les transférer aux citoyens qui souhaitent la poser, par exemple, le cadre sur leur photo. Sinon, la fédération est toujours disponible. C'est moi qui vais vous l'envoyer directement. Ça va me faire un grand plaisir. Donc, vous avez juste à écrire un courriel à communication au pluriel, donc communication avec un S, @fedetvc.qc.ca. Ça me fera un grand plaisir de vous envoyer là, la procédure pour apposer le cadre et le cadre lui-même pour le mettre sur votre photo de profil. Quoi qu'on a fait le tour, quelque chose qu'on pourrait ajouter? Ben oui, en fait, je suis très enthousiaste. J'ai vraiment espoir que cette campagne nationale-là, qui s'appelle J'ose ma télévision communautaire, va permettre aux gens de découvrir ce média-là, qui est une richesse dont on est hautement privilégié d'avoir au Québec parce qu'on en a 42, on en a des... je vais recommencer là. Oui, en fait, je voudrais inviter les gens à s'intéresser à cette campagne-là, à nous aider à la diffuser, qui s'appelle J'ose ma télévision communautaire autonome. Donc, J'ose ma télé communautaire, pour que monsieur, madame, tout le monde soit au courant qu'on a cet immense privilège-là au Québec d'avoir cette ressource-là, ce média qui est accessible à tous. Donc, c'est merveilleux qu'on ait autant de télévision communautaire autonome au Québec. Alors, Valérie Hinault, responsable des communications, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, Jean-Denis. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Le projet de train touristique en Gaspésie est suspendu en raison d'un manque de financement. La Société du chemin de fer de la Gaspésie, SCFG, qui espérait un soutien provincial de 5 millions de dollars, a annulé son option d'achat de 12 autocars provenant du Vermont, un engagement qui lui a coûté 200 000 dollars sur un an. Le président de la SCFG, Éric Dubé, assure que le projet n'est pas abandonné, mais nécessitera des ajustements pour avancer. Le ministère québécois de la Faune a mené l'opération Panache du 12 au 14 octobre, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, pour sensibiliser les chasseurs et protéger l'orignal. Plus de 8300 personnes ont été rencontrées, dont 7200 chasseurs sensibilisés. L'opération a généré 80 signalements, 216 enquêtes et 244 chefs d'accusation, totalisant 240 000 $ d'amende. De plus, 33 orignaux ont été saisis et plus de 7000 kg de viande ont été remis à des organismes caritatifs. Hydro-Québec lance la première phase d'un vaste projet de nouvelles lignes de transport, visant à acheminer l'électricité des futurs projets. Cette phase inclura 1600 pylônes sur 850 km, traversant la Côte-Nord, la région Appalaches-Bas-Saint-Laurent et reliant Québec à Lanaudière. Ce développement renforcera le potentiel éolien dans l'Est et augmentera la résilience du réseau face aux conditions climatiques extrêmes. Claudine Bouchard, responsable des infrastructures, souligne l'importance de l'acceptabilité sociale, avec une consultation en amont inédite. Les premières mises en service sont prévues entre 2031 et 2036. Le lieu historique national de la bataille de la Ristigouche a connu un succès notable en 2024, enregistrant près de 1500 visites guidées, soit une augmentation de 66% par rapport à l'année précédente. Cette hausse reflète l'intérêt croissant des visiteurs pour des expériences guidées interactives. Avec un afflux de visiteurs en hausse de 38% en juin et de 16% en octobre, le site prolonge sa saison 2025 de 3 semaines pour répondre à cette demande.
La réouverture du site est prévue pour le 4 juin prochain. La ville de Gaspé doit limiter l'usage de l'anglais dans ses communications, conformément à la loi 96, qui impose aux municipalités de communiquer exclusivement en français. Malgré les efforts du maire Daniel Côté pour obtenir un statut bilingue pour Gaspé, la ville ne remplit pas le critère de 50% de population anglophone. Toutefois, certains services essentiels, comme les urgences et le tourisme, pourront être offerts en anglais. Côté exprime que, malgré le désir de respecter les 3 peuples fondateurs de la ville, cette adaptation aux nouvelles règles de la Charte de la langue française est inévitable. Il précise que tous les documents municipaux doivent être rédigés en français, et que le non-respect de la loi pourrait nuire à l'accès à des financements gouvernementaux. Pierre Gagnon a été élu maire de Bonaventure, après avoir occupé le poste de maire suppléant depuis juin, remportant 826 voix contre 354 pour son opposant, Vincent-Olivier Bastien. Gagnon attribue sa victoire à son expérience de 7 ans au conseil municipal. Il compte ramener l'harmonie et reprendre des dossiers en attente, notamment la réfection du rentier vierge, en attente d'aide gouvernementale. Avec la préparation du budget 2025, il prévoit d'examiner les projets prioritaires et envisage de se représenter lors des élections générales de novembre 2025. Le taux de participation s'élève à 52%. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.